L'Argentine vient encore de repousser les limites de l'impossible. Alors que l'Angleterre croyait tenir sa qualification, alors que les supporters anglais commençaient déjà à imaginer leur équipe en finale, Lionel Messi et ses coéquipiers ont renversé la situation dans les dernières minutes d'un match complètement fou. Mais aujourd'hui, je ne vais pas simplement vous raconter le score. Vous savez déjà que l'Argentine s'est imposée 2-1. Vous avez certainement vu le but anglais, l'égalisation spectaculaire d'Enzo Fernandez et cette dernière action décisive conclue par Lautaro Martinez après un centre millimétré de Lionel Messi. Ce que je vais vous raconter se trouve ailleurs. Dans les provocations discrètes. Dans les regards échangés loin du ballon. Dans les paroles prononcées lorsque les caméras regardaient dans une autre direction. Dans la guerre psychologique menée contre Jude Bellingham. Et surtout dans ce tunnel conduisant au vestiaire, où la tension aurait atteint un niveau si inquiétant que plusieurs joueurs auraient été obligés d'intervenir. Pourquoi Bellingham aurait-il attendu Messi et certains joueurs argentins après le match? Quelles paroles ont été prononcées dans ce couloir? Pourquoi plusieurs Argentins auraient-ils voulu s'approcher du joueur du Real Madrid? Et comment une simple demi-finale de Coupe du Monde a-t-elle pu réveiller des blessures vieilles de plusieurs décennies? Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons revenir sur tous les détails qui ont transformé ce match en véritable champ de bataille. Et surtout, nous allons séparer ce que nous avons réellement vu de ce qui appartient encore au domaine des témoignages et des rumeurs. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un maximum de likes. Ici, on ne se contente pas de regarder les buts. On cherche à comprendre ce qui se passe derrière les images, dans la tête des joueurs et dans les zones que les résumés officiels préfèrent souvent oublier. Pour comprendre cette soirée, il faut commencer bien avant le coup d'envoi. Un Argentine-Angleterre n'est jamais une rencontre comme les autres. Même lorsque les joueurs assurent qu'ils veulent seulement parler de football, l'histoire s'invite automatiquement dans le stade. Elle se trouve dans les chants, dans les drapeaux, dans les souvenirs des supporters et dans cette tension particulière que l'on ressent dès que les deux sélections se retrouvent face à face. Il y a évidemment la guerre des Malouines de 1982. Un conflit réel, tragique, marqué par des centaines de morts et par une blessure toujours présente dans la mémoire collective des deux pays. Les joueurs actuels n'étaient pas nés. Beaucoup de supporters présents dans les tribunes non plus. Pourtant, cet épisode continue de donner à chaque confrontation une dimension dépassant largement le cadre sportif. Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni le savait parfaitement. Avant la rencontre, lorsqu'on l'a interrogé sur cette histoire, il a tenté d'éteindre l'incendie. Il a expliqué qu'il fallait respecter les victimes, ne pas mélanger la politique et le football et considérer cette demi-finale comme une compétition sportive. Une déclaration raisonnable, mesurée, presque froide. Mais à mon avis, Scaloni cherchait également à protéger son équipe. Il ne voulait pas que ses joueurs entrent sur le terrain avec le poids de toute l'histoire du pays sur les épaules. Il voulait que la pression reste dans le camp anglais et que ses hommes répondent avec le ballon plutôt qu'avec de grandes déclarations. Car du côté de l'Angleterre, certaines anciennes gloires avaient déjà commencé à faire monter la température. Avant même de parler de ces provocations, il faut rappeler que la rivalité footballistique possède elle aussi ses propres cicatrices. En 1966, l'Angleterre organise la Coupe du Monde à domicile. Lors du quart de finale entre les deux pays, le capitaine argentin Antonio Ratin est expulsé dans une rencontre extrêmement tendue. L'Angleterre s'impose avant de remporter le tournoi, mais en Argentine, ce match laisse un profond sentiment d'injustice. 20 ans plus tard, arrive le chapitre le plus célèbre. Mexique 1986. D'abord, la main de Dieu. Diego Maradona devance le gardien Peter Shilton et marque avec la main, sans que l'arbitre ne sanctionne l'action. Pour les Anglais, ce but représente encore aujourd'hui l'une des plus grandes injustices de l'histoire de la Coupe du Monde. Mais quelques minutes plus tard, Maradona inscrit un deuxième but qui ne doit rien à personne. Il récupère le ballon dans son propre camp, élimine les joueurs anglais les uns après les autres, résiste au contact et termine l'action en contournant le gardien. Un chef-d'œuvre absolu, probablement le but le plus célèbre de toute l'histoire du tournoi. Pour une partie du peuple argentin, ce match représentait bien plus qu'une qualification. La main de Dieu et le slalom de Maradona étaient perçus comme une revanche symbolique, 4 années seulement après la guerre des Malouines. Pour les Anglais, le premier but restait une tricherie. Pour les Argentins, il était devenu une forme de justice poétique. Puis il y eut France 1998. David Beckham est expulsé après un geste d'humeur sur Diego Simeone. Le milieu argentin accentue le contact, Beckham reçoit un carton rouge et l'Angleterre est finalement éliminée au tir au but. En Angleterre, Beckham devient pendant plusieurs mois le visage de l'échec. En Argentine, on célèbre la ruse de Simeone et cette fameuse « viveza », cette intelligence parfois située à la frontière entre la malice et la provocation. Voilà tout ce que les deux équipes transportaient avec elles en entrant sur la pelouse.
Et quelques jours avant la demi-finale, Joe Cole a décidé d'ajouter une nouvelle couche de tension. Présent sur un plateau télévisé en compagnie de plusieurs anciens internationaux, l'ancien joueur anglais a expliqué que l'Angleterre devait, selon ses propres mots, endormir Messi. L'expression était évidemment imagée. Il voulait dire qu'il fallait neutraliser le capitaine argentin, l'empêcher de respirer et l'éloigner des zones dangereuses. Mais en Argentine, les mots ont été reçus comme une provocation. Joe Cole a ensuite décrit les Argentins comme des joueurs rusés, parfois à la limite, mais possédant une mentalité de gagnant. Il estimait cependant que la vitesse de l'Angleterre finirait par exposer les faiblesses défensives de l'Albiceleste. À côté de lui, Micah Richards a immédiatement compris que cette déclaration allait faire parler. Il lui a demandé de ne pas aller trop loin, mais Joe Cole était convaincu de son pronostic. Il disait sentir la qualification anglaise et répétait que les Trillions atteindraient la finale. Le débat est même devenu encore plus sensible lorsqu'il a évoqué l'idée selon laquelle beaucoup de personnes dans le monde du football rêvaient de voir Messi disputer et gagner une nouvelle finale. Joe Cole a précisé qu'il n'accusait pas officiellement la FIFA d'organiser le tournoi en faveur de l'Argentine. Pourtant, lorsque vous évoquez publiquement ce genre d'idée, même avec des précautions, vous savez parfaitement que la polémique va exploser. John Obi Mikel, également présent sur le plateau, lui a d'ailleurs répondu sans détour. Il lui a expliqué que son raisonnement ressemblait dangereusement à une accusation de compétition arrangée. Selon lui, Messi n'était pas favorisé. Il jouait simplement au football, marquait des buts, battait des records et continuait d'être décisif malgré son âge. Et au milieu de toutes ces déclarations, Joe Cole a fait une prédiction particulièrement intéressante. Il a annoncé que Rodrigo de Paul passerait la rencontre à provoquer Jude Bellingham. Selon lui, le milieu argentin allait lui parler, le pousser, le toucher et essayer de le faire sortir mentalement de son match. Cette prédiction allait presque se transformer en scénario officiel de la demi-finale. Pendant que les débats s'enflammaient dans les médias anglais, les supporters argentins préparaient eux aussi leur réponse. Le stade situé à Atlanta était censé représenter un terrain neutre. Pourtant, plusieurs dizaines de minutes avant le début de la rencontre, il ressemblait déjà à une enceinte de Buenos Aires. Les tribunes étaient recouvertes de maillots ciel et blanc. Lorsque les joueurs argentins sont apparus pour l'échauffement, le bruit est monté d'un seul coup. Le soutien réservé aux Anglais paraissait presque discret en comparaison. Les chants anti-anglais sont rapidement descendus des tribunes. Pour les joueurs de Thomas Tuchel, cette demi-finale disputée aux États-Unis avait toutes les apparences d'un match à l'extérieur. Les autorités avaient d'ailleurs pris la menace de débordement très au sérieux. Un dispositif policier exceptionnel avait été mis en place autour du stade. La rivalité historique, la présence massive des deux communautés et l'enjeu de la rencontre faisaient craindre des incidents avant, pendant et après le match. Mais la tension ne se trouvait pas seulement autour de l'équipe anglaise. Elle existait également à l'intérieur. La relation entre Jude Bellingham et Thomas Tuchel avait déjà traversé plusieurs périodes difficiles. Le milieu du Real Madrid avait été écarté lors d'un rassemblement précédent, officiellement pour des raisons liées à l'équilibre du groupe et au choix sportif du sélectionneur. Pour un joueur possédant le statut et la personnalité de Bellingham, cette décision avait forcément laissé une trace. Il se considère comme l'un des leaders naturels de cette génération anglaise. Pourtant, pendant plusieurs mois, sa place de titulaire avait été remise en question. Certains observateurs estimaient même que Morgan Rogers pouvait lui passer devant. Bellingham avait finalement répondu sur le terrain. Ses buts et ses performances avaient joué un rôle important dans le parcours de l'Angleterre. Mais la relation avec Tuchel semblait toujours fragile. Après le quart de finale contre la Norvège, le joueur avait publiquement défendu la manière dont l'Angleterre s'était imposée. Il avait rappelé qu'un grand tournoi ne se gagnait pas toujours avec des séquences parfaites ou des milliers de passes. Parfois, expliquait-il, il fallait savoir gagner de manière sale. Cette phrase résumait parfaitement son état d'esprit avant d'affronter l'Argentine. Il était prêt à combattre. Le problème, c'est que les Argentins l'étaient également. Gary Neville avait d'ailleurs livré une analyse intéressante de l'Albiceleste. Il avait expliqué que Cristian Romero et Lisandro Martinez pouvaient parfois donner l'impression d'être capables d'offrir une occasion à l'adversaire sur une erreur incompréhensible. Mais quelques secondes plus tard, ces mêmes joueurs étaient capables de sauver leur équipe grâce à un tacle désespéré, un duel remporté ou une intervention presque impossible. C'est exactement ce qui rend cette équipe si difficile à affronter. Elle n'est pas toujours parfaite. Elle peut perdre le contrôle, commettre des erreurs et souffrir. Mais lorsqu'elle porte le maillot argentin, elle semble développer une résistance particulière. Alan Shearer s'était montré beaucoup plus confiant. Il avait présenté l'Argentine comme un adversaire inférieur à l'Angleterre. Une déclaration très audacieuse lorsqu'on parle de la championne du monde en titre. Micah Richards avait été plus prudent.
Il avait prévenu qu'une rencontre contre l'Argentine n'était jamais terminée avant le dernier coup de sifflet. Et au regard de ce qui allait se produire dans les dernières minutes, c'est probablement lui qui avait le mieux compris le danger. Tout était donc réuni. Une rivalité historique. Des déclarations provocatrices. Une ambiance hostile. Un Bellingham sous pression. Un Messi disputant son premier match avec la sélection majeure contre l'Angleterre. Et au bout de cette soirée, une place en finale de la Coupe du Monde. Dès les premières secondes, on a compris que le spectacle ne serait pas seulement technique. L'arbitre américain Ismail El-Fat avait été désigné pour diriger la rencontre. Avant même le coup d'envoi, plusieurs médias et supporters anglais avaient rappelé que Messi possédait de très bonnes statistiques lors des matchs arbitrés par cet officiel. Certains insinuaient déjà qu'il pourrait protéger le capitaine argentin. Cette méfiance a joué un rôle important, car lorsqu'une équipe entre sur le terrain en pensant que l'arbitre risque de lui être défavorable, chaque décision devient immédiatement suspecte. À la 4e minute, Enzo Fernandez intervient très durement sur Elliot Anderson. Le contact est violent. Les Anglais réclament une sanction. Plusieurs joueurs se rapprochent, les premiers mots sont échangés et Bellingham apparaît immédiatement au milieu du rassemblement. Le ton est donné. 2 minutes plus tard, Giuliano Simeone commet une nouvelle faute sur Anderson. Le fils de Diego Simeone possède la même énergie agressive que son père. Il presse, harcèle, réduit les espaces et transforme chaque duel en combat personnel. Après seulement 10 minutes, l'arbitre avait déjà sifflé cette faute. Cette faute en 10 minutes. Il était presque impossible de voir une séquence fluide. À chaque contrôle, un adversaire arrivait dans le dos. À chaque accélération, un contact coupait l'action. Et au centre de cette bataille se trouvait Rodrigo de Paul. Comme Joe Cole l'avait annoncé, le milieu argentin s'est rapproché de Bellingham à chaque occasion. Il lui parlait après les duels, le fixait, le bousculait légèrement et cherchait constamment à provoquer une réaction. De Paul connaît parfaitement ce rôle. Il sait que certains joueurs deviennent encore plus dangereux lorsqu'on les énerve. Mais il sait aussi que d'autres finissent par prendre de mauvaises décisions, perdre leur lucidité ou recevoir un carton inutile. Son objectif n'était pas seulement d'empêcher Bellingham de jouer. Il voulait l'obliger à penser à autre chose qu'au football. À la pause, les deux équipes avaient commis 19 fautes. Et malgré toute l'intensité, aucune n'avait cadré le moindre tir. Pas un seul. La première période ressemblait davantage à une guerre de position qu'à une demi-finale de Coupe du Monde. Les joueurs se disputaient chaque mètre, les coups de sifflet se multipliaient et l'arbitre semblait parfois dépassé par le niveau d'agressivité. La première carte jaune a été distribuée à Elliot Anderson après une faute sur Messi. Pour les supporters anglais, cette décision a représenté une nouvelle injustice. Anderson avait lui-même subi plusieurs contacts depuis le début du match et devenait pourtant le premier joueur sanctionné après avoir touché le capitaine argentin. Sur les réseaux sociaux, les accusations ont immédiatement commencé. Certains demandaient si l'Angleterre jouait seulement contre l'Argentine ou également contre l'arbitrage. D'autres estimaient que Messi bénéficiait d'une protection particulière. À mon avis, ce climat de suspicion a surtout empêché les Anglais de rester concentrés. Au lieu de gérer uniquement le match, ils ont commencé à lutter contre les Argentins, contre l'arbitre et contre l'idée d'un complot imaginé avant même la rencontre. Bellingham, de son côté, se retrouvait progressivement encerclé. Sur une séquence particulièrement tendue, plusieurs Argentins se sont regroupés autour de lui et de Morgan Rogers. Lisandro Martinez a tiré le maillot de Bellingham et reçu un avertissement. Le joueur anglais était furieux. Quelques minutes plus tard, il s'est retrouvé face à Leandro Paredes. Les deux hommes se sont approchés, front contre front, en échangeant des paroles que les micros n'ont pas clairement captées. Les gestes étaient suffisamment explicites pour comprendre que la discussion n'avait rien d'amical. Harry Kane a dû intervenir. Le capitaine anglais connaissait le danger. Une réaction incontrôlée, un geste d'humeur ou un deuxième mouvement agressif pouvait laisser l'Angleterre à 10. Kane s'est transformé en médiateur, repoussant son partenaire et tentant de calmer la situation. À cet instant précis, on pouvait déjà comprendre que la stratégie argentine fonctionnait. Bellingham jouait encore, mais il dépensait une grande partie de son énergie dans des confrontations qui n'avaient rien à voir avec le ballon. Le score était toujours nul à la pause. Mais le match, lui, était déjà en feu. La deuxième période commence avec la même tension. Cependant, à la 54e minute, l'Angleterre produit enfin une véritable action de football. Morgan Rogers trouve de l'espace sur le côté et adresse un centre particulièrement précis. Anthony Gordon surgit dans la surface et termine l'action. 1-0 pour l'Angleterre. À cet instant, tout le plan anglais semblait fonctionner. Messi était contenu.
L'Argentine manquait de créativité. Bellingham avait résisté aux provocations. Et pour la première fois depuis 1966, les Trillions se rapprochaient d'une finale de Coupe du Monde. Gordon venait d'inscrire son premier but du tournoi au meilleur moment possible. Dans les tribunes anglaises, on commençait déjà à célébrer. Joe Cole devait probablement repenser à sa prédiction. L'Angleterre avait annoncé qu'elle allait neutraliser Messi, attaquer les faiblesses argentines et atteindre la finale. Pendant plusieurs minutes, elle était en train de tenir toutes ses promesses. L'Argentine semblait bloquée. Mais cette équipe possède une qualité extrêmement rare. Elle refuse de comprendre qu'elle est battue. Tout au long de la compétition, elle avait survécu à des situations presque impossibles. Elle avait souffert contre le Cap-Vert. Elle s'était retrouvée proche de l'élimination contre l'Égypte avant de renverser le match. Elle avait encore traversé une rencontre compliquée contre la Suisse. Cette équipe avait pris l'habitude de jouer au bord du précipice. Et plus le danger devenait important, plus elle semblait retrouver son identité. L'Angleterre, au contraire, a progressivement reculé. Les joueurs anglais ont commencé à défendre plus bas, à ralentir les remises en jeu et à gagner du temps dès que l'occasion se présentait. John Stones est resté au sol dans la surface. Les secondes défilaient. Les Anglais ne cherchaient plus réellement à marquer un deuxième but. Ils voulaient protéger leur avance. C'est une réaction compréhensible. Mais face à l'Argentine, renoncer à attaquer revient parfois à lui rendre la vie. Les Argentins ont continué à pousser. Messi décrochait plus bas pour toucher le ballon. Enzo Fernandez tentait de casser les lignes. Les défenseurs anglais repoussaient les centres les uns après les autres. Puis arrive la 87e minute. Le ballon revient à l'extérieur de la surface. Enzo Fernández se prepare. Le même Enzo qui avait frôlé le carton en début de match. Le même qui avait participé à plusieurs altercations. Le même que les supporters anglais considéraient déjà comme l'un des principaux provocateurs de la soirée. Il frappe du pied droit. Le ballon part avec une puissance incroyable et termine au fond des filets. Un but partout. En une fraction de seconde, le stade explose. Les tribunes argentines libèrent toute la tension accumulée depuis le but de Gordon. Les joueurs anglais, eux, comprennent que la qualification qu'ils tenaient depuis plus d'une demi-heure vient de disparaître. À ce moment-là, beaucoup d'équipes auraient accepté la prolongation. Pas l'Argentine. Les hommes de Scaloni sentent que l'Angleterre est touchée mentalement. Ils voient les visages, les jambes plus lourdes et les regards inquiets. Ils savent que c'est maintenant qu'il faut frapper. Dans le temps additionnel, Lionel Messi reçoit le ballon. Pendant tout le match, les Anglais avaient essayé de réduire son influence. Ils avaient fermé les espaces, multiplié les contacts et appliqué ce plan destiné à l'endormir. Mais les plus grands joueurs n'ont pas besoin de dominer pendant 90 minutes. Il leur suffit parfois d'une seule seconde. Messi lève la tête. Il observe le déplacement de Lautaro Martinez. Puis il dépose un centre d'une précision presque irréelle dans la surface anglaise. Lautaro attaque le ballon, prend le dessus dans les airs et place sa tête au fond des filets. 2-1. L'Argentine vient de renverser l'Angleterre en quelques minutes. Le stade devient incontrôlable. Les joueurs argentins courent dans toutes les directions. Le banc entre sur la pelouse. Dans les tribunes, Antonella Roccuzzo laisse éclater ses émotions. Messi, à 39 ans, vient encore de décider d'un match de Coupe du Monde. Il n'a pas marqué. Mais il a offert le ballon qui envoyait son pays en finale. Et c'est peut-être encore plus symbolique. L'Angleterre voulait l'endormir. Elle l'avait contenu pendant une grande partie de la soirée. Pourtant, lorsqu'il a enfin obtenu l'espace nécessaire, il a réveillé tout un pays et plongé les Anglais dans un silence terrible. Avant de revenir sur ce qui aurait pu se produire dans le tunnel, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à la place de Thomas Tuchel après le but anglais. Auriez-vous demandé à l'Angleterre de continuer à attaquer ou auriez-vous également choisi de protéger l'avantage? Pensez aussi à vous abonner, car nous allons suivre toute l'actualité de cette finale entre l'Argentine et l'Espagne. Lorsque l'arbitre siffle la fin de la rencontre, deux émotions totalement opposées se croisent sur la pelouse. D'un côté, l'Argentine célèbre une nouvelle résurrection. De l'autre, l'Angleterre tente de comprendre comment une qualification presque acquise a pu disparaître en quelques minutes. C'est précisément dans ce genre de moment que le danger est le plus important. La tension du match ne s'éteint pas instantanément. Elle reste dans les corps. Les joueurs argentins se souviennent des provocations. Les Anglais repensent aux fautes, aux altercations et aux décisions arbitrales qu'ils jugent contestables. Et tout ce monde doit emprunter le même tunnel. Selon plusieurs récits circulant autour de la rencontre, Jude Bellingham aurait répondu à certaines célébrations ou provocations argentines en quittant la pelouse. Des paroles auraient été échangées.
Plusieurs joueurs se seraient rapprochés. Un attroupement se serait alors formé à l'entrée ou à l'intérieur du tunnel, obligeant des coéquipiers et des membres des staffs à intervenir. Certaines versions vont encore plus loin en affirmant que Bellingham aurait attendu Messi ou plusieurs Argentins afin de poursuivre l'explication. Mais il faut être extrêmement clair. À l'heure où ces récits circulent, aucune vidéo complète ne permet de confirmer exactement ce qui s'est produit dans les vestiaires. La FIFA n'a pas publié de rapport détaillé et les deux fédérations n'ont pas officiellement décrit une confrontation majeure. Nous devons donc parler de rumeurs, pas de faits établis. Ce que nous pouvons affirmer, en revanche, c'est que la tension observée pendant le match rend ce scénario crédible. Bellingham avait été provoqué par De Paul. Il avait été tiré par Lisandro Martinez. Il s'était disputé avec Paredes. Harry Kane avait déjà été obligé de le calmer. Après une élimination aussi brutale, il n'est pas difficile d'imaginer que quelques paroles de trop aient pu déclencher un nouvel incident. Mais imaginer n'est pas prouvé. Et c'est exactement là que beaucoup de récits footballistiques deviennent dangereux. Une image coupée, un geste filmé de loin et quelques témoignages anonymes peuvent rapidement se transformer en histoires présentées comme certaines. La réalité se trouve peut-être entre les deux. Il y a probablement eu des paroles, de la colère et un rassemblement tendu. Mais sans image complète ni témoignage officiel, personne ne peut affirmer sérieusement qu'une bagarre générale a éclaté ou que Bellingham et Messi en sont venus directement aux mains. Sur le terrain, leur duel avait déjà raconté suffisamment de choses. Messi représentait l'expérience, le contrôle et la patience. Bellingham représentait l'énergie, l'orgueil et la volonté de prendre le pouvoir. L'un a passé la soirée à attendre son moment. L'autre a passé une partie du match à lutter contre les provocations, l'arbitre et ses propres émotions. Je ne pense pas que cela signifie que Bellingham a complètement échoué. Il a essayé, combattu et assumé la pression. Mais dans ce type de rencontre, l'expérience de Messi a fait la différence. Le capitaine argentin n'a pas répondu aux déclarations devant un micro. Il n'a pas cherché à gagner tous les duels verbaux. Il a attendu la 92e minute pour répondre avec un centre parfait. Voilà probablement la plus grande leçon de cette demi-finale. Dans les rencontres les plus tendues, le joueur le plus fort n'est pas toujours celui qui parle le plus ou qui se montre le plus agressif. C'est souvent celui qui conserve suffisamment de lucidité pour prendre la bonne décision lorsque tout le monde perd le contrôle. L'Angleterre avait touché la finale. Après le but de Gordon, elle se voyait déjà poursuivre son rêve et disputer sa première finale mondiale depuis 1966. Pendant plus de 30 minutes, elle avait résisté. Puis, entre la 87e et la 92e minute, tout s'est effondré. L'égalisation d'Enzo. Le centre de Messi. La tête de Lautaro. 3 actions ayant transformé l'espoir anglais en cauchemar. Les Trillions devront maintenant disputer le match pour la 3e place contre la France. Une rencontre qui peut permettre de terminer la compétition avec une médaille, mais qui ne remplacera jamais la finale perdue dans les dernières secondes. Pour l'Argentine, une dernière montagne se présente. L'Espagne. La sélection espagnole s'est qualifiée en dominant la France 2-0 dans l'autre demi-finale. Elle arrive avec une défense solide, une génération jeune et une maîtrise collective impressionnante. Cette affiche possède tout ce qu'il faut pour devenir historique. D'un côté, l'Argentine de Lionel Messi, championne du monde en titre, a une victoire d'un 2e sacre consécutif. De l'autre, une Espagne moderne, ambitieuse et déterminée a ajouté une 2e étoile à celle remportée en 2010. Ce sera peut-être également le dernier match de Messi dans une Coupe du Monde. À 39 ans, le capitaine argentin pourrait quitter la plus grande scène du football avec une nouvelle finale et peut-être un nouveau trophée. L'Espagne représente l'avenir. L'Argentine défend son règne. Les jeunes Espagnols veulent ouvrir une nouvelle époque. Messi veut écrire une dernière page que personne ne pourra oublier. Et après ce que nous venons de voir contre l'Angleterre, une certitude demeure. Cette Argentine peut souffrir. Elle peut être dominée. Elle peut commettre des erreurs et se retrouver au bord de l'élimination. Mais tant que le dernier coup de sifflet n'a pas retenti, elle refuse de mourir. L'Angleterre pensait avoir endormi Messi. En réalité, elle n'avait fait que retarder son réveil. Maintenant, dites-moi ce que vous pensez réellement de cette soirée. Croyez-vous qu'une véritable confrontation ait éclaté dans le tunnel entre Bellingham et certains Argentins, ou pensez-vous que les rumeurs aient été amplifiées par la tension du match? Et surtout, qui remportera la finale? L'Argentine de Messi, à la recherche d'un 2e titre mondial consécutif, ou l'Espagne de la nouvelle génération? Donnez votre pronostic dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous, car la grande finale s'annonce encore plus intense. Messi n'est plus qu'à 90 minutes d'un nouveau chapitre éternel. Mais face à lui,
L'Espagne n'a aucune intention de participer à son dernier triomphe. Elle veut devenir l'équipe qui mettra fin à son règne.